Moi, j'avoue, j'ai de la chance. J'ai des haters, mais des haters dormants. C'est-à-dire qu'en fait, je sais que des gens ne m'aiment pas, mais ils me le font pas remarquer. Donc moi, ça me dérange pas tant. En plus, j'ai pas un contenu clivant, tu vois? Je prends pas parti, je fais. Par contre, oui, on sait qu'il y a eu alors c'était surtout les copies, moi, qui m'ont beaucoup touchée, notamment quand j'ai écrit mon premier livre, parce que c'était dur de voir, des pages entières de mon livre recopiées sur des concurrentes, tu vois? Notamment sur LinkedIn. Je pense que c'est aussi ça qui a fait que je vais pas trop sur LinkedIn parce que c'est pas un milieu que j'aime trop. Il y a un entre-soi qui est créé, mais qui aussi, nous, on n'y va pas parce que volontairement. Tu vois, quand on a commencé sur les réseaux, on a été invité à des dîners, on a été invité à des choses et en fait, très volontairement, on a trop jamais voulu se mettre, tu vois, dans un espèce de panier comme ça pour pas être affilié à des gens et parce que moi, je maîtrise ce que je dis, mais je maîtrise pas ce que les gens avec lesquels je bosse vont dire. Donc il faut, tu vois, que tu sois sûr. Demain, tu travailles avec une agence, bah, manque de peau, l'agence, elle prend des partis politiques hyper clivants, c'est dommage, tu vois? Donc Imaginez un instant que le monde de l'entreprise soit un terrain de sport. Les objectifs sont vos lignes d'arrivée, les concurrents vos adversaires et chaque jour est une nouvelle compétition. Cette analogie n'est pas un hasard, elle est au cœur de l'entrepreneuriat. C'est du sport, le podcast numéro 1 qui dévoile les parallèles entre ces deux univers. Dans chaque épisode, plongez au cœur des conversations avec ceux qui excellent dans leur monde. Des entrepreneurs visionnaires, des légendes du sport, en passant par des leaders inspirants, chaque invité partage bien plus que des succès. Ils vous livrent leurs doutes, leurs stratégies et leurs moments de vérité. Bienvenue dans l'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Aujourd'hui, on va parler juridique, RH, formation avec mon invité Marion Ledéan-Durel. Bonjour Marion. bonjour Eric! Je suis ravi de t'avoir à mon micro. On se connaît dans la vraie vie, pas seulement sur les réseaux. Hein, on a été tous les deux formateurs dans les mêmes écoles et je te connais bien parce que tu es numéro un dans ton domaine. J'ai connu des numéros un dans le sport, en France, dans le monde, même au JO. Et toi, tu es numéro un en RH et juridique. Tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu tout ça parce que tu es très présente sur les réseaux sociaux. Au total, tu as 600 000 followers suivant les différents réseaux. Insta, TikTok, Facebook, et cetera. Et en fait, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu vulgarises quelque chose qui, à la base, est pas forcément compris ou compréhensible de tout le monde, les RH, le juridique. On aura le temps de reparler de tes réseaux. Je mettrai bien entendu tous les liens, dans la description pour que vous puissiez aller voir. Mais, dans un premier temps, comme à chaque fois, est-ce que tu peux te présenter un peu, Marion, qui tu es? Comment tu en es venue à la fois, faire cette carrière de RH, de formatrice et de juridique? Et comment tu en es venue à venir sur les réseaux pour expliquer ce que tu fais? Alors, pour le côté, RH, c'était un peu un hasard parce qu'en fait, moi, de formation, je suis juriste et en fait, je me suis spécialisée dans le droit privé. Donc en gros, c'est le droit qui touche les individus et après, du coup, les RH sont venus un peu comme ça, comme un parcours, naturel. En 2017, j'ai créé, du coup, DHM, qui est donc un cabinet de conseil RH et de formation et en 2021, donc tu vois, quand même 4 ans après, je me rappelle de Héloïse et Pauline qui viennent comme ça dans mon bureau, qui était à l'époque, alternante marketing com et qui me disent: «Mais il faut trop qu'on aille sur TikTok». Mais moi TikTok, tu vois, en 2021, c'est des danses et des recettes de cuisine, tu vois? Et je dis: «Mais qu'est-ce que je vais aller faire sur», j'avais déjà, 2021, du coup, j'avais déjà 30 ans passés, on va arrondir et elles me disent: «Ben non, mais il y a personne sur le hashtag droit du travail» et en fait, c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'il y avait, un besoin et qu'en fait, finalement, bah, tous ces millions de travailleurs n'avaient pas forcément les réponses à leurs questions, comme tu disais, dans un langage un peu plus facile. C'est comme ça qu'on est venu sur les réseaux. TikTok a boomé tout de suite. Je crois 2 ans après, on a décidé de faire sur te Insta. Ça a fonctionné de la même manière et en parallèle, alors LinkedIn qui est le moins développé aujourd'hui, mais sinon Facebook beaucoup aussi, et puis là, on vient de se lancer sur YouTube il y a quelque temps. Alors c'est un peu paradoxal parce que tu parles de LinkedIn, c'est par excellence le réseau pro. Hein, on parle beaucoup de LinkedIn comme étant le réseau pro, puis Insta et TikTok, plus comme les influenceurs, comme tu le dis, les danses, les chats, ceux qui, se cassent la figure et en fait, toi, tu as commencé par ces réseaux-là? Bah, parce qu'en fait, si tu veux, j'aurais pas eu la prétention d'aller dans une boulangerie, apprendre à un boulanger comment faire du pain et qu'en fait sur LinkedIn, les RH, sont très, 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 très présents et il y a eu un espèce de double effet qui se coule. C'est qu'en fait, au tout début, on s'est dit: «Bah, tiens, testons sur LinkedIn» et en réalité, en toute transparence, on a essayé LinkedIn avant TikTok. Le problème, c'est que LinkedIn, c'est devenu, à mon sens, depuis quelques années, trop fermé comme réseau
Et en fait, il y a ceux qui parlent le pro et il y a le reste du monde sur LinkedIn. Si bien qu'en fait, je me suis aperçue que les salariés, alors tu te doutes bien, notamment, avec Héloïse qui gère toute cette partie-là aujourd'hui, eh bien, en fait, on s'est aperçu que les gens qui étaient sur LinkedIn n'étaient pas les gens qui avaient des questions et quand bien même ils avaient des questions, soit ils trouvaient déjà la réponse, soit ils n'osaient pas la poser, tu vois? De peur de paraître pour celui qui a pas la réponse, entouré de professionnels qui ont la réponse. Alors que sur TikTok et Insta, c'est hyper libre. Il y a pas du tout, ces faux costumes cravates, tu vois? C'est: «Oh bah, je comprends rien», tu vois? Sur LinkedIn, on tu vois, il y avait pas ce besoin sur LinkedIn. Les gens ne venaient pas, chercher ça et j'ai l'impression de moins en moins d'ailleurs. Et ça a tout de suite fonctionné sur TikTok? Pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'espère qu'ils iront voir et qu'ils iront s'abonner, comme tu dis à chaque fois dans tes vidéos. Abonnez-vous, c'est la première chose. C'est très sympa d'ailleurs, tu as un ton très sympa, on te regarde sans écouter le son, on n'a pas l'impression que tu parles de RH et de juridique ou de tout ça. Tu souris tout le temps, tu es très animée, très positive et en fait, c'est ça, c'est une petite capsule qui va prendre un sujet précis. Vous savez que vous avez le droit à des jours de congé supplémentaires et en 1 minute 30, 2 minutes, hop, tu nous expliques ça de manière compréhensible. Ça a tout de suite pris sur, TikTok? Alors je me rappelle sur TikTok, la toute première vidéo, je crois que c'était «Bienvenue dans ma vie de RH» et je parlais même pas, on était dans nos anciens locaux et je disais juste: «Bienvenue dans la vie d'un RH» et je dansais un peu, tu vois? On avait quand même pris les codes, donc je suis comme ça, tin, tin, tin. J'avais pris une trend, tu vois? Et tout de suite, ça a bien fonctionné et dès qu'on a fait la première vidéo qui a parlé de droit du travail, on a eu 10 000 abonnés hyper rapidement, mais parce qu'en fait, les gens n'avaient personne à qui poser la question, tu vois? Il y avait vraiment, il y avait personne en fait, tout simplement, il y avait personne. Et comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que, tes vidéos, c'est toi qui les fais suivant, les thèmes que tu as envie, hein? Tu parles souvent du journal officiel qui sort, qui amène des nouvelles choses ou est-ce que c'est aussi, un commentaire de quelqu'un sur une de tes vidéos et tu te dis: «Tiens, lui, il a posé cette question, elle est intéressante, je vais en faire une vidéo». Tu as ces 2 inputs pour faire tes vidéos? Alors en fait, il y a 3 possibilités pour une vidéo. La première, déjà nous on fait de la veille très, très activement. Tu parlais du journal officiel, c'est vraiment une lecture, quotidienne chez nous, entre autres sources. Mais déjà il y a ça. Donc si on voit qu'un gros truc est passé au journal officiel, bah, on va tout de suite faire une vidéo pour, pouvoir, voilà, rebondir sur ça. La deuxième, c'est toutes les fake news qui nous obligent à faire des vidéos. Tu vois? Où les gens vont entendre un truc sur une chaîne d'infos, ils vont dire: «Ah bah ça y est, maintenant il y a le droit à ça, il y a le droit à ça». Et on rectifie très, très, très rapidement pour que les gens ne pensent pas, voilà, qu'ils ont un droit et que personne leur a donné. Et la troisième possibilité, c'est les sujets que les gens demandent. Alors soit ils nous les demandent à nous directement, soit ils les demandent en les cherchant sur Google, en les cherchant sur TikTok et nous on récupère comme ça les recherches que les gens font. Alors en ce moment, les politiques doivent bien t'aider parce qu'entre ce qu'ils votent pas, ce qu'ils mettent, à l'endroit, à l'envers, tu dois faire plein de vidéos pour dire, «Hier, on a entendu ça au parlement, mais ça ne veut pas dire que vous devez partir à la retraite demain» ou ça c'est pour toi, c'est un nid d'informations. Alors oui et malheureusement parfois un lit aussi un peu on va dire à incompréhension. Nous, on a vraiment buzzé au moment du covid. Tu vois? En fait, c'était vraiment ça. Je prends le lien par rapport à ce que tu viens de dire parce qu'au moment du covid, on est tout à fait dans cette période qu'on vit un peu aujourd'hui, même si elle est un peu différente, où en fait les gens, dès qu'ils allument la télé, on leur dit: «Jean-Michel a dit bleu, Martine a dit vert» et en fait, ils entendent plein de trucs comme ça. Sauf qu'en fait, quand les députés, alors je pense aux députés parce que c'est eux qu'on voit beaucoup en ce moment, viennent comme ça sur des plateaux d'information dire: «Bah, on va proposer ça, ah on est trop content, on a voté ça» et cetera. Personne ne prenait quelques minutes pour dire aux gens: «Mais attention, il faut attendre ça, il faut attendre ça, il faut attendre ça» et pendant le covid, du coup, nous, on s'était mis vraiment une obligation. C'est qu'en fait, tous les jeudis, tu avais des conférences de presse. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque, tous les jeudis, on avait une conférence de presse et on restait là, je me rappelle avec les filles, au bureau et en fait, notre job, c'était qu'au moment où ils donnent le micro à la presse, à la fin de la conférence de presse, on devait avoir terminé l'infographie qui expliquait si ce qu'ils viennent de dire était applicable dès le lendemain ou pas. Et c'est comme ça qu'on a été repérés. Et en fait, les gens chez nous, c'est ça qu'ils viennent chercher. Ils viennent chercher cette capacité à avoir l'info fraîche, tu vois? Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a pu travailler parce que, on travaille pas du tout avec des entreprises privées, je parle sur les réseaux, on fait pas de collab ni rien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille plutôt avec le ministère du Travail, tu vois? Avec l'UNEDIC, avec l'URSSAF, parce qu'en fait, on veut de la source, vraiment la source d'information numéro un. Et c'est ça que les gens viennent chercher. Mais ça implique effectivement qu'aujourd'hui, les gens ont quand même envie de vérifier les infos, ce qui était pas le cas avant. Tu l'as dit quand tu as commencé, tu avais la trentaine, c'était, 2 alternantes qui sont venues te dire: «Faudrait qu'on fasse ça». Est-ce que quand tu as commencé, tu as fait tes premières vidéos, tu pensais qu'aujourd'hui, 4 ans plus tard, tu en serais là avec autant de followers? Franchement, tu aurais dû voir les premières vidéos, c'était si drôle. Alors déjà, il y avait un truc, c'était très, très, tu vois, un peu, ego trip, on va dire. En gros, moi, j'avais trop peur au début de tourner une vidéo. Mais j'avais vraiment peur, à la fois, j'avais peur de ce que les gens allaient voir, de ce que les gens allaient dire, j'avais peur de dire des bêtises, tu vois? On n'était pas du tout dans la spontanéité à l'époque. Et à l'époque, quand on faisait une vidéo,
J'avais mon bureau et en fait, j'avais un écran blanc et j'avais les 4 filles qui bossaient avec moi qui étaient assises dans le bureau et qui, en fait, étaient un peu mes cheerleaders, tu vois, du tournage pour dire: «Bah, là, ça va, là, c'est pas bien». On passait un temps fou à faire des vidéos. Donc à l'époque, je pensais que ça allait rester, tu vois, un petit truc, on allait faire une vidéo comme ça de temps en temps. Aujourd'hui, ça fait donc 4 ans qu'on est sur les réseaux. DHM, l'année prochaine, va avoir 9 ans et alors, je touche, de la peau de singe et du bois, mais on n'a jamais eu à faire une seule opération de prospection grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux aujourd'hui sont 100 de notre communication. Il n'y a pas d'autre communication DHM qui est faite et donc je pensais pas en arriver là. Je pensais devoir passer par les schémas, on va dire, commerciaux classiques et donc je pensais pas du tout qu'un jour on aurait 600 000 abonnés, qu'on ferait, là sur 30 jours, on a dû faire peut-être 7 millions de vues. Enfin, tu vois, c'est des stats. Jamais de la vie, moi déjà pour te dire, ça fera la référence avec le sport d'ailleurs, au début de la croissance des abonnés, on parlait en Beaujoire. On avait des paliers comme ça de 36 000 personnes. Tu vois, on remplissait une Beaujoire. Il y a 2 Beaujoires, il y a 3 Beaujoires. Ça nous permettait de visualiser, tu vois, ce truc de dingue parce que tu imagines les 36 000 personnes autour de toi et c'est comme ça qu'on a pu prendre conscience qu'effectivement, il y a de plus en plus de monde, quoi. Et aujourd'hui, c'est combien de vidéos par, semaine, par mois que vous faites? Alors, sur, Instagram et TikTok, on publie une vidéo par semaine, le vendredi. On a fait beaucoup de quantité pendant un temps et en fait, il y a eu 2 problèmes à ça. Le problème, c'est la copie. On pense pas, mais en fait, on avait énormément de personnes qui recopiaient nos vidéos. Dès qu'on faisait une vidéo, on voyait une concurrente qui allait refaire la même chose, tu vois, sous un autre format ou quoi, donc on a décidé de faire moins de quantité et aussi parce qu'en fait, on fait pas pour faire. Aujourd'hui, on fait une vidéo et elle doit avoir une vraie valeur ajoutée pour l'audience. Donc soit les gens nous demandent, tu vois, typiquement, là, je sais que quand la loi de finances, elle va passer, les gens vont nous demander des vidéos, donc on va peut-être accélérer le rythme. Mais sinon, c'est une par semaine. C'est la petite vidéo apéro, tu vois, du vendredi soir, on va dire. Et est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu le disais, c'est ton seul canal d'acquisition, de pub, hein, on peut le dire. Est-ce que ça veut dire que vous passez plus de temps à faire des vidéos, il y a un vrai script, il y a plus de montage qu'avant en termes d'éclairage, en termes de tout ça qu'au tout début? Alors toi, tu le vois, mais du coup, les personnes qui écoutent le podcast vont pas le voir. Mais en fait, on a la chance, il y a, ça va faire 3 ans maintenant, on a pu acheter nos locaux, en fait, à Rezé et du coup, on a un plateau de tournage. Donc déjà, ce qui implique qu'on n'a pas besoin ni de se déplacer, ni quoi que ce soit. Là, par exemple, tu vois derrière moi, bon, les personnes ne voient pas, mais pour décrire, il y a les lumières parce qu'on a fait des tournages pour LinkedIn Learning juste avant et on a tourné la vidéo de demain soir pour te donner un ordre d'idée. Le thème de la vidéo, on le choisit sur une pause. On prend une pause café, on dit: «Hop, tiens, il y a quoi qui sort, machin». On valide le thème. Une fois qu'on remonte, on tourne la vidéo. Très souvent, c'est en une prise directe et après, je fais toujours le montage, un soir quand je suis chez moi devant la téloche, tu vois? Je suis sur, ma petite appli. Je fais mon montage et hop, c'est publié. Une vidéo, entre l'idée et le moment où elle est prête à publier, tu en as à peu près, si je grossis le trait, une demi heure. Allez, 1 heure maximum si je veux faire un montage un peu cool, quoi. Et pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient devenir entre guillemets «influenceurs», moi je considère qu'une influenceur, positive des RH et des juristes, tu peux nous expliquer c'est quoi ton matériel? Parce qu'il y en a certains qui se disent: «Bah, j'aimerais bien faire ça dans telle ou telle catégorie, mais bah, est-ce qu'il faut une grosse caméra? Est-ce qu'il faut du son? Est-ce qu'il faut tout ça? Qu'est-ce qu'il faut comme logiciel de montage?» C'est quoi te ce que tu utilises toi aujourd'hui au quotidien? L'iPhone. L'iPhone est notre, caméra principale. Alors on a une caméra, HD qu'on n'utilise que pour les tournages où ça nous est demandé. Par exemple, sur des médias comme, bah, Welcome to the Jungle qui nous avait demandé ou alors, LinkedIn Learning, tu vois? Qui ont des standards plus élevés en termes, tu vois? De qualité vidéo. Donc on a pour ça, sinon c'est principalement à l'iPhone et on a, des micros. Alors nous, on a acheté la marque Boya, Boya et qui sont parfaits pour le son, et qui correspondent en fait aux standards techniques que nous demandent les médias avec lesquels on travaille. Donc on sait que ça fonctionne bien. Par contre, chose très importante, il faut rendre à César ce qui est à César, oui. Avant d'acheter quoi que ce soit comme matériel, la première chose que j'ai faite, c'est qu'on a fait venir un vidéaste au bureau qui nous a expliqué comment on faisait, qui a formé les filles sur le montage et qui nous a expliqué tout ça. Ça, je pense que c'était la première clé. Et tu montes avec quoi, comme application? Avec CapCut. Tout simplement en fait. Ouais, CapCut version premium, tu vois, on s'embête pas. Mais quand tu regardes aujourd'hui, les gens, ils attendent pas des choses, en tout cas nous, notre communauté, ils veulent pas des choses, qui ont l'air de ressembler à LinkedIn, en fait et il est là le jeu, tu vois? Il faut pas si là, j'étais là que sur des grosses productions avec de la caméra HD, déjà, ça me demanderait beaucoup plus de temps et c'est pas mon travail au quotidien, tu vois? Moi, mon travail au quotidien, c'est le juridique et la formation. C'est vraiment ça, tu vois, qu'au quotidien. Ça me demanderait trop de temps et en fait, ça vient créer une distance, tu sais, entre les gens et nous. Moi, les gens, par exemple, le format que les gens adorent, c'est les lives ou les stories, tu vois? Les trucs où on est super spontané. Donc pas besoin et après en termes de lumière,
Très franchement, on a acheté, celle-ci, sur internet, c'est pas une marque en particulier, c'est juste de 2 lumières de studio et ça suffit amplement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, pour moi, dans tout ce qui est podcast, qu'il soit audio ou vidéo, il y a 2 possibilités. Il y a à la fois le très gros, type, Legend de Guillaume Pley, où là, il va avoir, une équipe de 10-15 personnes autour de lui, du montage, mais ça, c'est autre chose. Il a construit un vrai média et puis, il vit de ça. Et puis celui qui veut, comme toi, alors ça n'empêche pas que ce que tu fais, est aussi, quelque chose qui apporte quelque chose, hein, ça veut pas dire, mais, c'est un peu plus spontané. D'ailleurs, on le voit, hein, alors, je sais pas si les gens vont l'entendre parce que moi, je vais monter le podcast et je vais peut-être enlever quand tu tousses, mais, s'ils regardent les dernières vidéos, tu es un petit peu malade, bah, tu tousses sur ta vidéo, et puis tu dis: «Bah, excusez-moi, je suis malade, je tousse un peu» et puis tu l'enlèves pas, quoi. Donc, c'est aussi ça qui plaît aux gens, je pense. Et puis tu vois, quand tu regardes mine de rien, on retrouve ça sur toutes les facettes de la vie aujourd'hui. Par exemple, quand les gens ont parlé à l'instant des députés, tu vois? Quand les gens entendent parler des députés, ils ont envie que les députés leur expliquent les choses avec des mots de tous les jours, tu vois? Des trucs et puis, c'est pas, il y a pas de fausses intentions derrière. Je fais pas semblant d'être cette personne-là. Bon, bah, toi qui me connais en plus dans le perso, tu vois bien, je suis exactement la même perso. Pour être vraiment transparente avec tout le monde, on n'est pas monétisé. C'est-à-dire qu'en fait, sur TikTok, par exemple, on n'est pas monétisé. On pourrait l'être, hein, mais on n'est pas monétisé, pour la simple et bonne raison qu'il y a une société derrière et que c'est tout à fait transparent vis-à-vis de TikTok. C'est une société, les sociétés ne peuvent pas monétiser leur contenu, peut-être que certains vont l'apprendre en écoutant, ce podcast et c'est d'ailleurs des concurrents qui nous avaient montré ça, au début et en fait, nous, on gagne pas d'argent sur la plateforme. On gagne des droits d'auteur annuellement, mais là, c'est via une société de droits d'auteur, c'est pas via les plateformes. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, les vidéos, elles sont 100 pour eux. On vend rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait pas de collab. Tu imagines pas le nombre de collabs qu'on refuse parce qu'on n'est pas là pour leur vendre des trucs. On est là pour leur expliquer ce qu'ils auraient dû apprendre à l'école. Et ça implique d'avoir cette proximité, de dire quand je me plante, par exemple, tu vois, aux gens en disant: «Oh là là, j'ai dit un truc, l'autre fois j'ai dit un truc sur la CPM». Et bah, la CPM m'a écrit en me disant: «Faites attention, c'est pas exactement ça» et en fait, c'était quelqu'un de la CPM qui nous avait donné l'info, bah, on rectifie, tu vois? Les gens, ils ont juste besoin qu'on soit comme eux, qu'on soit proches et qu'on n'utilise pas des mots que personne comprend, tu vois? Donc ça implique cette proximité. Parce que c'est vrai que tu le disais, je le disais, tu es l'influenceuse un peu, RH, juridique et cetera. Donc, tu parlais de collab, tu pourrais en faire, comme tu le dis. Je suppose qu'il y en a qui t'ont proposé, «Est-ce que vous pouvez placer ce produit?» tout ça et toi, tu as jamais fait ça, c'est pas ton truc? Au tout début, il y avait une boîte avec qui on avait accepté de faire une collab. Bon voilà, ça s'était bien passé et cetera, mais en fait, je trouvais que ça dénaturait vachement le propos. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, on s'était dit avec Héloïse: «Bah, est-ce qu'il y a un moment, on va pas, être un peu ces personnes sandwich?» tu sais? Moi, je supporte pas, tu vois? Par exemple, quand il y a trop de collab. Alors un peu de collab, c'est bien, puisque c'est intéressant, tu vois? Ça va permettre de voir, mais au bout d'un moment, en fait, c'est trop. Moi, je passe pas mon temps à recommander des choses aux gens. Donc en fait, on a dit: «OK, on fait des collabs. Par contre, on fait que 2 genres de collabs. Les médias, s'ils ne sont pas orientés, donc ça demande une vérification, tu vois, avant parce qu'on veut pas prendre part et on fait vraiment clé de voûte d'être apolitique et tu vois, de pas avoir, d'intervention là-dessus et ou le deuxième, c'est un service public qui ne vend rien et qui apporte quelque chose. Tu vois, par exemple, typiquement, le ministère du Travail, ils ont pas payé le ministère du Travail, on a fait une collab ensemble. On est venu avec nos petits sous, c'est nous qui avons payé nos faux frais, c'est DHM qui a payé tout ça parce qu'en fait, le but, c'est pas qu'il y ait une relation pécuniaire entre nous. Le but, c'est qu'en fait, le ministère du Travail utilise ma notoriété pour peut-être accéder à des gens à qui il n'aurait pas accédé avant et moi, j'utilise le ministère du Travail, bah, déjà parce que c'est trop stylé de travailler avec le ministère du Travail quand tu es un cabinet, tu vois, qui fait du droit du travail. Parce qu'en fait, on vend rien aux gens et franchement, c'est pas faute de pouvoir se faire des sous parce que c'est très bien rémunéré les collabs, hein. Après, je te dis pas que tout le monde paye pas. Parfois, les gens, ils payent, hein, tu vois? Ça arrive, je crois que sur l'Urssaf ou sur Unédic, on a dû monétiser. Mais en fait, c'est que s'ils ont la possibilité de le faire et très souvent, c'est surtout pour les faux frais parce que tout se passe à Paris. Comment on gère cette notoriété? Tu as parlé sur les réseaux sociaux, tu as parlé des copieurs. Est-ce que tu as des haters qui, t'insultent dans les commentaires? Est-ce qu'il y a pas des moments où on se dit: «Tiens, si on fait ça, ça va faire plus de clics»? Est-ce qu'il y a pas un peu cette mécanique mentale qui se met en place à un certain moment et comment on s'en protège si c'est le cas? Moi, j'avoue, j'ai de la chance, j'ai des haters, mais des haters dormants. C'est-à-dire qu'en fait, je sais que des gens ne m'aiment pas, mais ils me le font pas remarquer. Donc moi, ça me dérange pas tant. En plus, j'ai pas un contenu clivant, tu vois? Je prends pas parti, je fais par contre, oui, on sait qu'il y a eu alors c'était surtout les copies, moi, qui m'ont beaucoup touchée, notamment quand j'ai écrit mon premier livre, parce que c'était dur de voir, des pages entières de mon livre recopiées sur des concurrentes, tu vois? Notamment sur LinkedIn. Je pense que c'est aussi ça qui a fait que je vais pas trop sur LinkedIn parce que c'est pas un milieu que j'aime trop. Il y a un entre-soi qui est créé, mais qui aussi, nous, on n'y va pas parce que volontairement. Tu vois, quand on a commencé sur les réseaux, on a été invités à des dîners, on a été invités à des choses et
En fait, très volontairement, on a trop jamais voulu se mettre, tu vois, dans un espèce de panier comme ça pour pas être affilié à des gens et parce que moi, je maîtrise ce que je dis, mais je maîtrise pas ce que les gens avec lesquels je bosse vont dire. Donc il faut, tu vois, que tu sois sûr. Demain, tu travailles avec une agence, bah, manque de peau, l'agence, elle prend des partis politiques hyper clivants, c'est dommage, tu vois? Donc déjà, il y a ça. Après, on a, hein, des tu vois, par exemple, je sais que Career Queen, qui est très présente aussi sur le côté carrière, tu vois, on s'entraîne beaucoup l'une et l'autre. «Ah, c'est bien ce que tu as fait, toi aussi». Après, c'est comme dans la vie, tu vois, certains sont tes amis, certains sont pas tes amis. En vrai, c'est pas grave. On l'a pas fait pour avoir des copains. C'était pas le but premier. Après, ça me dérange plus parfois en termes de vie privée, parce que moi, j'ai un mari qui bah, déjà parce qu'il a passé 40 ans et que c'est pas trop son truc, les réseaux sociaux. Donc on a posé par contre une règle dès le début qui était en fait, on ne parle pas de notre vie privée. Quand l'Insta Marion est devenu l'Insta Marion DHMRH, j'avais déjà des followers, perso, tu vois, du privé d'avant. Du coup, j'ai créé un autre compte pour le privé, mais sur mon Insta, je mets jamais rien. Bah, déjà pour des raisons de sécurité, parce que, bah, notre adresse est trop facilement retrouvable et coucou, je suis en vacances, donc je suis pas chez moi, tu vois? Donc ça me fait trop peur et aussi parce que, bah, même maintenant, c'est quand on fait nos courses, tu vois? Ou enfin, moi, je me suis déjà fait suivre à Leclerc, tu vois? Ça fait trop bizarre. Tu te dis: «Mais, c'est dans quel monde?» Tu vois? Je suis pas Rihanna, pourquoi je me fais suivre à Leclerc? Ou l'autre fois, j'arrive pareil à Leclerc, trop chou. La charcutière, elle me dit: «Bah, tu me remets pas?» J'étais là: «Bah, non». Elle me dit: «Bah, on a échangé sur TikTok». Bah, trop chou, tu vois? Tu vois, moi, je suis avec des gentils, des gens qui sont là, tu vois, pour poser des questions et tout, donc j'ai pas de haters. Je protège ma vie privée. Après, parfois, on reçoit des cadeaux et cetera, donc si je trouve ça un peu déplacé, bon, bah, je le dis aussi, tu vois? Par exemple, les gens savent que j'adore Noël, donc souvent à Noël, je reçois plein de choses. Attention, pour les gens qui écoutent, ça veut pas dire que je veux pas recevoir plein de chocolat. Moi, je suis d'accord pour recevoir plein de chocolat, mais je pense que je mets une distance aussi, tu vois? Je suis pas, en ne montrant rien de ma vie privée, les gens ont compris que j'étais un peu comme une collègue de bureau. Tu vois, je suis la RH, en fait, au bout du couloir, je veux pas être ta pote parce que je sais qu'après, il y aura de l'affect et en fait, il y a tellement de questions par message privé auxquelles je ne peux pas répondre, déjà parce que j'ai pas le droit de le faire vu que je suis pas avocate, qu'en fait, je veux pas passer cette barrière du privé avec les gens pour pas justement bah, les induire en erreur et qu'après, dès qu'ils ont une galère, ils m'appellent. Moi, j'ai plein de gens qui essayent de m'appeler sur Instagram parce qu'ils sont en train de s'embrouiller avec leur employeur. Tu vois, c'est compliqué, quoi. Oui, c'est vrai et c'est ça que j'aime bien chez toi, c'est que d'une part, ben, il y a pas ta vie privée, et d'autre part, quand tu expliques quelque chose, aujourd'hui, ben, c'est vrai qu'on parle beaucoup des retraites en ce moment. Quand tu expliques ce qui va se passer si demain il y a un amendement, c'est reporté ou tout ça, tu vas pas prendre parti, en fait. C'est-à-dire que tu vas rester dans le factuel. Tu vas pas dire: «Ah bah, c'est dommage, ils auraient dû faire ça parce que, bah, ça implique, tant de dépenses, moins de recettes», tout ça. Tu vas dire: «Bah, voilà, aujourd'hui, il y a ça qui s'est passé. Si c'est officiel, si c'est au journal, officiel et puis que ça a été voté, ben, vous deviez partir à tel âge, vous allez partir à tel âge, vous allez faire ci, il y a tant de trimestres» et cetera. Tu restes dans le factuel et du coup, ça devient concret parce que je pense que ce qui fait qu'il y a beaucoup de followers, c'est que tu as bâti la confiance. Ils se rendent compte, comme tu dis, que ce que tu dis, c'est vrai, que quand tu te trompes, comme tu l'expliquais, ben, tu rectifies et en fait, c'est exactement ça. C'est le copain de bureau qui a des compétences et à qui on va demander conseil. C'est exactement ça. C'est partir du principe que juste aujourd'hui, si tu prends 100 des numéros de SIRET, donc du nombre d'entreprises immatriculées en France, j'en ai 96 qui sont des très petites boîtes. Donc en fait, l'emploi salarié, il est encore bien divisé, tu vois, entre TPE, PME, ETI et grands groupes, c'est encore à peu près, 25 à chaque fois. Par contre, sur le nombre d'entités légales, j'ai plus de TPE. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui savaient faire un métier, mais qui sont devenus employeurs parce que leur métier a fonctionné. Moi, je vais être la pote qui te répond à toi, tu vois, avec des mots que tu comprends et pas te dire, «L'article dispose que nanana» et c'est pour ça d'ailleurs que mon livre, quand la maison d'édition est venue me chercher, ils ont dit: «Mais en fait, on veut exactement la même chose que les vidéos». Pas de on part pas dans des trucs de conformément aux dispositions de en fait, tu parles comme tu parles aujourd'hui et en fait, ouais, je suis d'accord avec toi, je pense que les gens aiment bien ce côté un peu, la pote au bout du bureau à qui je peux poser la question, quoi. Et en plus, tu n'es pas, qu'une «influenceuse» entre guillemets, parce que comme tu l'as dit, tu as aussi un cabinet de formation. C'est-à-dire que tu es aussi connectée entre guillemets «à la vraie vie». Tu vois des gens en vrai, tu es pas toujours dans ton studio de tournage. C'est aussi une part, que tu aimes bien de ton activité aujourd'hui, chez DHM? Aujourd'hui, on a vraiment 2 grosses activités chez DHM qui sont le conseil RH accompagnement et la formation. Formation donc école, entreprise, on fait vraiment de tout. Moi, j'ai vraiment à cœur de garder les mains, alors c'est un peu l'expression, mais de garder les mains dans le cambouis, tu vois? Il faut que je sache si c'est vrai ce que je suis en train de raconter. Par exemple, tu vois, typiquement, il y a une nouvelle directive européenne qui est arrivée sur la transparence des salaires. On a jusqu'en juin pour l'appliquer. Je vois plein de choses qui sortent déjà, dessus. Bah, moi, je me dis quoi? Je me dis: «Bah, non, on va voir vraiment comment les entreprises fonctionnent» et grâce au fait qu'on accompagne des entreprises à mettre en place leur politique de rémunération, bah, du coup, tu vois, ça fait le balancier dans les 2 sens. Donc ce que j'apprends bah, ça sert aux gens de ma communauté. Ce que j'apprends, ça sert aussi à mes clients entreprises pour se mettre en conformité
Et derrière, quand je vais retrouver mes petits masters RH, là, bah, du coup, je vais leur expliquer la vraie vie. Et en fait, je pense que c'est ce triangle d'or là qui permet de voir que ça fonctionne parce que je préfère vraiment toujours garder les mains dans le cambouis. Je serais pas capable de faire que de la formation, que du conseil ou que de la vidéo. Je serais pas capable. Tu nous as expliqué comment tu arrivais à compartimenter un peu ta vie privée, par rapport aux vidéos, par rapport à cette notoriété, sur les réseaux sociaux. Mais justement, avec toutes tes activités, est-ce que tu as encore du temps pour toi? Est-ce que, par exemple, l'entrepreneuriat, c'est du sport? Est-ce que on a bien compris que ton quotidien, c'était du sport, mais est-ce que tu fais du sport? On sait que les sportifs, par exemple, sur Insta et TikTok, ils arrivent à avoir de la notoriété aussi parce qu'ils savent faire, des publications qui touchent. Est-ce que tu t'inspires d'eux? Est-ce qu'il y en a que tu aimes bien, des sportifs, des sportives? C'est quoi ton rapport avec le sport ou avec d'autres activités en dehors de ce que tu fais? Moi, déjà, il faut savoir que je suis quelqu'un de très casanier. Je suis pas une, j'aime bien faire un voyage par an, des choses comme ça, mais déjà, à la base, je suis quelqu'un de très, très casanier. C'est-à-dire qu'en fait, moi, mon cocon privé, c'est vraiment mon équilibre. Il y a quelques années, juste pour la petite anecdote, en fait, moi, il y a quelques années, quand j'ai monté DHM, j'ai tout donné à DHM. Mais vraiment, quand je te dis tout donner, c'est qu'en fait, j'arrivais le matin au bureau, il était 7 heures, je repartais, il était 21h30, j'arrivais, je mangeais chez moi, je rallumais l'ordi et je finissais, tu vois, jusqu'à pas d'heure. Et en fait, dans la même année, alors c'est la vie aussi, hein, j'ai perdu ma meilleure amie et quelques mois après, mon mari a fait un malaise cardiaque au travail. Et à la fin de cette année-là, je me suis dit: «Waouh, en fait, c'est en fait on court derrière un objectif. Par contre, à côté de ça, bah, en fait, moi, j'avais ma meilleure pote qui était en train de mourir et j'étais pas avec elle. Il y a mon mari qui m'appelle en plein covid, donc j'ai pas le droit d'aller avec lui. Toute l'après-midi, je me demande est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est pas mort?» Enfin, c'était horrible et là, j'ai remis mes choix en question et là, je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est qu'en fait, moi, j'ai toujours eu en tête le fait de me dire: «Tu es jeune, vas-y». Par contre, si je reprends l'esprit d'un marathonien, il faut que j'arrive jusqu'aux 42 kilomètres, tu vois? Et en fait, je me suis rendu compte que, peut-être que si j'avais prévu de sprinter sur 42 kilomètres, ça allait être compliqué. J'allais y laisser pas mal de choses, de la santé et puis je pense qu'au bout d'un moment, bah, tu vois, tu dégrades un peu ta qualité de service aussi et donc vraiment, j'ai eu à cœur de remettre ça. Alors moi, là-bas, je suis quelqu'un qui adore le vélo. Quand j'ai monté DHM, j'avais trop ma petite routine, tu vois? Tous les matins, j'allais à la salle, faire, mes 20 kilomètres de vélo et c'était vraiment ce qui me permettait de tenir debout. Mais après, j'ai arrêté pendant longtemps. Covid aussi, qui a joué, tu vois? Un peu la flemme et cetera. Avec DHM, du coup, on s'est abonné à une salle de sport, tu vois? Pour essayer de se motiver, à y aller et là, depuis quelque temps, j'essaye d'apprendre à courir, puisque c'est assez rigolo ce que je veux dire, mais je ne sais pas courir. Pour la simple et bonne raison que je suis asthmatique et que je pense que les profs de sport dans les années 90 avaient trop la flemme de s'occuper des asthmatiques et moi, on m'a toujours dit: «Un asthmatique, ça court pas. Tu ne feras jamais d'endurance» et quand j'ai dit ça au coach sportif que j'ai pris après le covid, il m'a dit: «Bah, moi, je suis asthmatique et je suis coach sportif, on en fait quoi du coup?» J'ai dit: «Mais non» et vraiment un monde s'est ouvert sous mes yeux et je me suis dit: «Attends, attends, attends, on peut être asthmatique et faire du sport». Du coup, en ce moment, je suis plutôt sur l'apprentissage de la course à pied, tu vois, maintenant pour essayer, bah, de faire que ça fonctionne, quoi. Mais j'ai besoin par contre de bouger, mon corps, j'ai besoin de tout ça. Après, je suis pas une sportive dans l'âme, moi, je suis plutôt une raclette girl, tu vois? Par contre, j'adore la routine sportive. Donc je sais que quand j'en ai une, tu vois, je suis très, très à cheval là-dessus et là, je te dis, bah, on va voir ce que ça va donner, hein, tu vois? Ça se trouve, je vais devenir une marathonienne, mais en ce moment, c'est ça mon petit kiff de sport. Du coup, est-ce que tu t'inspires d'eux quand même, tu parlais de trend, sur ta première vidéo. Est-ce qu'il y a des comptes que tu suis, pas forcément sur, tes sujets de prédilection, mais, parce qu'ils te plaisent, parce que les vidéos sont bien faites, parce que peut-être l'histoire qu'ils racontent aussi te plaît? Tu as des exemples comme ça à nous donner? Ouais, alors, il y a pas mal d'attends, je vais regarder parce que j'ai peur d'écorcher son nom. En fait, c'était pour un précédent, podcast, j'avais rencontré, c'était l'entraîneur d'un club de rugby, justement on avait parlé de ça, sur les apports du sport, enfin, justement dans la routine, de tous les jours. Moi, je suis hyper admirative, des personnes qui ont une vraie routine. Il y a pas de personne en particulier parce que j'ai pas de enfin, tu vois, moi, mes sportifs, tu me demandes mes sportifs, moi, je suis 98, coupe du monde 98. Moi, je vais te parler de Barthez, je vais te parler, tu vois, de Trezeguet. Très bien, très bien. C'est ça plus, mes rêves à moi, on va dire. Après, je suis hyper admirative des gens qui ont une routine sportive. Ça, je suis vraiment, bah, typiquement, tu vois, ma collègue, Héloïse, on en parlait, avant. Je sais qu'elle a volé tout à l'heure. Je serais incapable et d'ailleurs, je lui ai dit l'autre fois, j'ai dit elle avait la flemme et je lui ai dit: «Vas-y, fais-le pour tous ces gens qui n'ont pas de routine, s'il te plaît» et en fait, ça, par contre, j'admire vachement les gens qui arrivent à avoir une routine dans le sport parce que je pense qu'ils arrivent à mettre plus de routine aussi dans leur vie de manière générale et ça, moi, je suis hyper admirative. En fait, quand tu vois, les JO à Paris l'année dernière, quand tu vois les champions, tu vois tout ce qu'ils ont dû mettre en place pour réussir, c'est-à-dire, se lever, s'entraîner tous les jours, faire des abdos, bien manger, pas boire, ne pas sortir et cetera. C'est ça, toi, qui t'inspire chez eux? Ah ouais, bah, il y a pas longtemps, j'entendais, c'était Cristiano Ronaldo
Et en fait, sa femme expliquait qu'en gros, elle dormait jamais avec lui parce qu'il passait son temps, il se réveillait, si je te dis pas toutes les 3-4 heures, tu vois? Il ne fait jamais de nuit et en fait, moi, je sais que je peux avoir une routine, mais moi, pour moi, il faut que tous les faisceaux soient ouverts. Tu vois, si tu veux que j'ai une routine, il faut que la salle de sport, elle soit pas loin, il faut que mon legging, il soit prêt, il faut que j'ai la bonne brassière que je voulais mettre le matin, tu vois? Il y a des contraintes que je me mets à moi-même, tu vois? Et moi, c'est la routine. Je suis admirative des gens qui arrivent à être réguliers dans ce qu'ils font. Donc, tu vois, quand j'entends quelqu'un qui me dit: «Bah, moi, ça fait 30 ans que je fais ça», je suis beaucoup plus admirative que quelqu'un qui va me dire: «J'ai fait 7 marathons la semaine dernière», tu vois? C'est pas que son effort à celui de la semaine dernière, il est moins grand, mais je trouve que sur la durée, tu vois, je suis je sais pas, ouais, je trouve ça hyper beau. Ça me fait penser à, Kobe Bryant, le basketteur qui est tragiquement décédé il y a quelques années. Je me souviens d'un jour, je crois que c'était aux championnats du monde ou aux JO et il y avait un de ses équipiers qui s'est dit: «Tiens, je suis dans une belle équipe, je me lève à 6 heures, pour aller au petit-déj et m'entraîner, un peu plus que les autres de 6h30 à 8h30». Et en fait, quand il arrive au petit-déj, ben, Kobe Bryant, il sortait de sa première séance qu'il avait fait de 4 à 6 heures, quoi. Puis il en refaisait une autre de 8 à 10 et cetera. Puis, ben, tu vois les résultats qu'il a pu avoir. C'est ça qui fait la différence. C'est et puis c'est cette routine, tu vois? Moi, j'ai un mari passionné de sport, pour le coup et j'ai eu la chance, l'hiver dernier d'aller à Dallas et d'aller, voir, des matchs. Alors on a fait les Dallas Cowboys, donc on a fait en fait, en gros, on a fait de la NBA avec les Mavs. Après on a fait donc, du coup, du foot américain et on a fait NBA, foot américain et le troisième Baseball ou hockey sur glace? le hockey, pardon, le hockey, de la NHL et en fait, c'est de voir que c'est des bêtes de sport. Tu vois? C'est des gens qui arrivent à avoir cette routine-là et moi, je suis pas encore de ces personnes-là. Je le suis sur le droit, par exemple, jamais je loupe un journal officiel, mais par contre, je suis admirative de ces gens qui donnent tout pour le sport et puis c'est des forces de la nature. Enfin, moi, je trouve ça magnifique, quoi. Et pour parler, ils ont tous des projets, hein, pour avoir cette routine-là, tu as parlé, d'un livre que tu as écrit. C'est quoi tes projets qui viennent? C'est quoi déjà ton premier livre? Et moi, je suis un peu dans la confidence, je sais que normalement, il doit y en avoir d'autres. Voilà et c'est quoi les projets qui arrivent dans les semaines les mois qui viennent, à la fois dans les livres, peut-être sur des HM, côté formation ou peut-être sur différents réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu nous prépares pour la fin d'année et le début d'année prochaine? Alors, j'ai essayé justement de me mettre dans une routine de sportif puisque du coup, je me suis posé un challenge cet été. Je me suis donné 2 mois pour écrire 3 livres. J'ai réussi ce challenge et j'en suis, très fière parce que j'étais pas sûre de pouvoir tenir sur la durée et là, c'était vraiment, j'ai senti le kilomètre 35, tu vois? Pour prendre la référence, j'ai senti les kilomètres passer, c'était dur. Je suis ressortie essorée de ça, mais j'ai livré mes 3 livres et ça, je suis trop fière et je te mets dans la super confidence, mais voilà, courant janvier, il va y avoir on va dire un très gros projet parce que je peux pas en dire plus qui va sortir, qui est vraiment, projet, vraiment DHM, 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 qui va normalement, changer, notre présent à nous et celui de pas mal, d'autres, personnes et donc voilà, donc ça, c'est le gros projet et tous mes livres, les 3 nouveaux livres sortent en février. Alors le premier livre, c'était quoi déjà? C'était les règles du jeu au travail et là, c'était très généraliste. C'était pour que les employeurs et les salariés connaissent les règles du jeu. Donc qui a le droit de faire quoi, tu vois? Et les 3 prochains? Les 3 prochains, donc c'est aussi des règles du jeu. On a gardé le même thème, sauf qu'on a fait des spécialisations. Il y en a un pour les CSE, les comités sociaux et économiques dans les entreprises, l'équivalent des délégués du personnel un peu avant. Le deuxième, c'est sur les entreprises en difficulté, parce que malheureusement, il y en a de plus en plus et les gens comprennent pas bien les enjeux. Tu vois, mon entreprise est en redressement, qu'est-ce que ça veut dire, et cetera. Et la troisième, c'est les premières fois. Donc, soit c'est mon premier job, soit c'est mon premier salarié. Et donc, les trois là, ils sortent mi-février. On pourra suivre tout ça, bien sûr. Je mettrai tous les liens pour que les gens puissent aller commander. J'ai une dernière question avant de conclure. Aujourd'hui, comment tu vois l'arrivée de l'IA? On a tous les 2 été à un moment ou un autre formateurs, dans des écoles. Toi, tu l'es toujours, moi moins. On voit ces jeunes qui arrivent, qui apprennent à utiliser l'IA et qui ont l'impression d'avoir des compétences et je pense que RH et juridique, c'est 2 domaines où, si tu poses une question à ChatGPT, il va te répondre. Pas forcément bien, mais il va te répondre dans un langage qui te fait croire que c'est la vérité et que, ben, tu deviens intelligent et tu peux aller voir ton employeur, tu peux aller voir, ben, dans les écoles, ta directrice d'école ou ton directeur pour lui dire: «Bah, non, vous avez pas le droit, j'ai vu ça», qu'est-ce que tu en penses? Comment tu arrives à gérer ça, parce que ça reste quelque part une concurrence de ce que tu fais? Alors moi, c'est la métaphore que je prenais quand ChatGPT est sorti. On a tous en tête, là, si je te parle, ton pote à 4 heures du matin, devant le bar, qui te donne des conseils de vie, tu vois, qui a un peu bu, il te donne des conseils sur la vie. Tu vois, pour moi, ChatGPT, c'est lui. Il peut être de super bons conseils, mais il y a de fortes chances que soit il me dise ce que j'ai envie d'entendre, soit il me dise des trucs qu'il a déjà entendus ailleurs, mais il sait pas trop faire le lien.
Aujourd'hui, je l'assimile donc ça, c'était au début. Aujourd'hui, je l'assimile à un très bon stagiaire. C'est-à-dire qu'en fait, je ne confie à ChatGPT que des choses enfin à ChatGPT et aux IA de manière générale, que des choses que je suis capable de laisser partir dans une entreprise sans les avoir vérifiées. Typiquement, mettre en forme une note de service, tu vois? Des choses comme ça. Pour le RH et le juridique, alors surtout pour le juridique parce que RH, on est surtout sur des grosses politiques globales, donc je pense que ça pourrait passer. Sur le juridique, je trouve que c'est un non-sens. ChatGPT invente des choses, des jurisprudences, des choses comme ça, que ce soit Copilot, ChatGPT, hein, la plupart sont comme ça. Et d'ailleurs, un jour, j'avais eu une discussion lunaire avec un avocat qui m'avait confié qu'il ne faisait plus aucun de ses dossiers de plaidoirie. ChatGPT faisait absolument tout et qu'il ne les relisait pas pour lui faire gagner du temps. Et en fait, moi, je veux pas niveler par le bas. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je dis aux étudiants quand je suis en formation, c'est: «OK, on sait tous que tu sais utiliser ChatGPT, tu auras pas de médaille pour ça, il y a pas de certificat à la fin pour ça. Par contre, tu fais comment si demain tu te retrouves face à ton codir et que tu as pas d'ordi?» C'est juste qu'en fait, à mon sens, utiliser l'IA quand tu es étudiant et quand tu es dans des diplômes, surtout RH et juridique, c'est de tirer une balle dans le pied parce que c'est clairement passer ton permis sur une automatique alors que tu auras pas une voiture automatique, tu vas forcément être perdu à un moment et stratégiquement, les étudiants qu'on rencontre en master, c'est des gens qui veulent aller sur des postes vraiment stratégiques. Je n'ai jamais vu aucun DRH avec son ordi en réunion quand quelqu'un lui pose une question, aller chercher sur internet. Et donc, je suis pas forcément pour qu'on l'utilise énormément. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis pas que c'est une bonne chose. Moi, il y a des IA avec lesquelles je m'éclate. Par exemple, Leonardo, qui est une IA pour générer des images, je la trouve cool. Après, pour tout ce qui est le fond, je préfère largement faire confiance à mon cerveau plutôt qu'à une IA, même si je suis pas contre. Un petit outil d'IA qui va m'aider, tu vois, par exemple, moi, je suis hyper franche, tu me connais? Et des fois, quand je réponds à des mails, tu sais, j'ai le comment dire? J'ai le boomerang facile, tu vois? J'ai le scud facile. C'est-à-dire que moi, tu me parles mal sur un mail, tout de suite, j'ai envie de t'enflammer toi et toute ta famille, tu vois? Mais je le fais pas parce que je garde ma prestance professionnelle et donc ma plus grande recherche sur, ChatGPT, c'est: «Est-ce que tu peux me reformuler ce mail plus diplomatiquement, s'il te plaît?» C'est surtout, tu vois, ça qui me sert, mais je l'utilise pas, c'est pas mon meilleur pote au quotidien, quoi. Bah, tu vois, on est à peu près pareil sur l'utilisation de l'IA. Moi, je trouve qu'il y en a qui sont fantastiques. Bah, par exemple, le podcast, je vais transcrire demain, notre podcast audio, en texte. Bah, je vais le confier à une IA et puis il va me faire, 95 du travail, quoi et j'ai pas besoin de Ah oui, réécouter en clairement. tapant. Voilà, ça, c'est très bien, quoi. Parce qu'il y a une valeur ajoutée et puis je pense qu'aujourd'hui, on doit encore plus travailler, on va devoir travailler plus longtemps. Quid de la date de péremption de ces compétences finalement qu'on ne valide pas? Là, demain, ChatGPT, il t'aide à faire un truc, mais ça se passe comment si demain on t'enlève ChatGPT? Qu'est-ce que tu sais faire? Et ChatGPT, pour lui, un contrat de travail, c'est un contrat de travail. Il distingue pas le CDI, CDD, contrat pro, il s'en fiche complètement. Contrat de travail, c'est contrat de travail. C'est pas l'enjeu. Et tu vois, là, typiquement sur la retranscription, mais complètement. J'utilise des outils, par exemple, tu sais, pendant les visios pour retranscrire. C'est génial. Mais parce que ta valeur ajoutée, elle est pas là. Et que toi, comme tu es adulte et grand, tu sais où est ta valeur ajoutée. Ta valeur ajoutée est dans l'animation du podcast et pas dans la retranscription. Pour les jeunes, ce qui me fait peur, c'est qu'on leur laisse pas le temps de comprendre leur zone de génie, tu vois? Mais qu'est-ce que tu sais faire? Pourquoi tu as besoin que ChatGPT peut t'aider? Pourquoi tu as réussi un jour à enlever les 2 petits trous là de ton vélo et y aller et pourquoi là tu y arrives pas? Et en fait, ils perdent confiance au fur et à mesure. Du coup, c'est trop dangereux. Mais tu oui, je partage avec toi sur la zone de compétence uniquement, quoi. Enfin, la zone de compétence, on la prend pour nous et on laisse le reste à l'IA. En tout cas, merci Marion et puis si vous avez des questions, juridiques RH ou même si, vous en avez pas et que vous avez envie de passer un bon moment, bah, chaque semaine ou chaque jour parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos à regarder. Je vous mettrai les liens pour aller sur tes différentes chaînes, sur Insta, TikTok, Facebook ou autres. Moi j'adore, j'en rate pas une parce que ton ton est léger, enjoué et en plus je comprends ce que tu dis alors qu'à la base, c'est pas le truc sur lequel je me serais penché et puis ça m'aide dans mon quotidien parce qu'aujourd'hui, ben, je gère, la ligue de tennis des Pays de la Loire et j'ai besoin de RH, j'ai besoin de juridique et ça me donne des conseils, ça me donne des pistes et je te remercie pour ça en tout cas. Parce que non seulement, je te connais personnellement et j'apprécie ta compagnie, mais je te connais aussi, professionnellement et j'apprécie également cette compagnie-là. Oh bah, ça me fait trop plaisir franchement, merci beaucoup. C'est rare les tu sais qu'on pense pas, mais c'est rare les gens qui disent qu'ils aiment bien, vraiment en dehors de tout intérêt. Donc ça me fait trop plaisir parce qu'en plus toi je sais que c'est totalement vrai quand c'est toi qui le dis. Donc ça me fait très plaisir et merci beaucoup de m'avoir invitée pour papoter, c'était trop cool. Ouais, plaisir partagé. Et puis en tout cas, je vous mettrai, tous les liens pour suivre Marion, où qu'elle soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, au Leclerc si jamais, vous la croisez. Venez donc au Leclerc Océane avec moi. Exactement. Attends, je vais faire une petite photo avant qu'on termine. Ouais, une photo et puis et toi, tu vas la mettre sur les réseaux sociaux. Je vais me retrouver sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas Eric. Bah, merci à toi pour cet échange. Merci Marion Avec plaisir Eric, merci encore. et puis bien entendu à toutes les auditrices et auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast «L'entrepreneuriat, c'est du sport».
Merci d'avoir écouté cet épisode de l'entrepreneuriat, c'est du sport. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous repartez avec des conseils concrets et des idées pour booster votre aventure entrepreneuriale. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le partager et à vous abonner pour ne manquer aucun prochain rendez-vous. Restez connectés, continuez à entreprendre avec passion, à faire du sport et à très bientôt pour un nouvel épisode.